Faut-il utiliser la différenciation fractionnelle lorsqu'on prépare les données pour son algo? La réponse dans cette vidéo. Alors j'ai préparé un code dans cette vidéo pour comparer les performances de certains algorithmes entre l'utilisation des différenciations fractionnelles vs l'utilisation d'une différenciation d'ordre 1. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une différenciation d'ordre 1, c'est simplement qu'on calcule une donnée pour aujourd'hui comme étant le prix par exemple d'aujourd'hui moins le prix de demain, ça donne la trajectoire de prix qui a été observée entre hier et aujourd'hui. Voilà, ça c'est la différenciation d'ordre 1. Maintenant, la deuxième différenciation qui est testée dans cette vidéo, ça va être la différenciation fractionnelle. C'est un peu plus compliqué. Là, on va pas simplement prendre le prix d'aujourd'hui moins le prix d'hier, mais on va aussi conserver de l'information des prix du passé. Alors premièrement, pourquoi on différencie les données que l'on a pour les injecter ensuite dans notre algorithme? La différenciation permet d'obtenir des séries temporelles stationnaires, ou en tout cas proches d'être stationnaires, ou en tout cas on pense qu'elles pourraient être stationnaires si on fait une différenciation. Donc la différenciation d'ordre 1 permet de rendre quasiment toutes les séries stationnaires. Le problème avec la différenciation d'ordre 1 classique, c'est que probablement la différenciation est trop forte. On supprime beaucoup trop d'informations du passé pour obtenir au final une série qui est effectivement stationnaire, mais elle est on a peut-être trop forcé vers la stationnarité. Donc l'idée de la différenciation fractionnelle, c'est d'effectivement de toujours différencier pour rendre la série toujours plus stationnaire, mais dans le même temps conserver toujours de l'information du passé. Parce qu'avec, je répète, avec une différenciation d'ordre 1, on supprime toute l'information du passé. Donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de comparer les performances entre des algorithmes qui utilisent des données à partir de données différenciées d'ordre 1 vs des algorithmes qui utilisent des données différenciées à partir de la différenciation fractionnelle. À la fin de la vidéo, vous aurez une réponse si oui ou non la différenciation fractionnelle est en effet une méthode qui permet de conserver de la mémoire dans les séries temporelles. Donc c'est parti. On va comparer la performance des algorithmes qui utilisent des données différenciées d'ordre 1, c'est-à-dire une différenciation complète, vs des algorithmes qui utilisent des données qui sont différenciées mais en utilisant la différenciation fractionnelle, c'est-à-dire un ordre de différenciation entre 0 et 1. Alors pour ce faire, on va prendre des données. Ces données, j'ai choisi que ce soit simplement les prix de Tesla, juste pour avoir des données très simples, c'est simplement les prix, open, high, low, close, bidas que je ne vais pas l'utiliser en réalité, et plus le volume. À partir de ces données-là, je vais pré-transformer mes variables, c'est-à-dire parce qu'en fait, si tu veux, si j'utilise uniquement la variable open comme ça, la variable low et high comme ça ne va pas trop donner d'informations à l'algo, donc je fais des pré-transformations. Je construis d'abord la variable que je vais appeler feature low, qui est simplement le ratio entre le low price d'aujourd'hui et le close price d'aujourd'hui. Donc par exemple ici, pour le 2 juillet 2010, cette valeur-là est simplement le ratio entre le low price et le close price d'aujourd'hui. Même chose pour feature high. Feature high, c'est le ratio entre le high price et le close price. Feature open, c'est le ratio entre l'open et la close. Et en plus de ça, j'ai appliqué la différenciation d'ordre 1. D'accord? Donc on va commencer à tester les performances de la différenciation d'ordre 1. Ensuite, lorsque l'on a préparé les données, là tout est prêt, tout est quasiment prêt, on va diviser les données en deux échantillons, un échantillon de train et un échantillon de test. Donc c'est ce que je fais ici, je mets 90% des données dans les données d'entraînement et 10% des données dans les données test. Et donc le résultat est ici, on voit ici par exemple les données train, les données d'entraînement. Enfin, les dernières transformations qu'on applique pour que le modèle puisse apprendre un peu plus facilement, c'est finalement des transformations de standard scaling, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre certaines variables plus proches d'une loi normale, ou en tout cas on va centrer et scaler les données. Donc par exemple, là ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai centré et réduit le close price, le volume, feature low, feature high, et à partir des analyses que j'ai faites, il ne m'a pas semblé nécessaire de transformer la feature open qui ressemblait déjà bien à une cloche. Ensuite, et là dans cette analyse des données, je vais expliquer quelle est la variable target. Donc, comme j'ai dit au début, on utilise des données uniquement d'aujourd'hui, ou en tout cas des différences entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça, c'est les données que l'algorithme va utiliser pour pouvoir prédire une target. Et cette target, c'est quoi? Ça va être en gros si oui ou non, l'algorithme doit être long ou short ou ne rien faire
sur le mois qui suit le jour où il observe ces données. Donc globalement, l'objectif est simple. On a des données d'aujourd'hui, ou en tout cas des différences entre ce qui se passe hier et aujourd'hui. Et l'algorithme doit nous dire si oui ou non il doit être long pour le mois qui suit, ou rester hold sur le mois qui suit, ou être short sur le mois qui suit. Quand je dis le mois qui suit, c'est les 30 jours qui suivent aujourd'hui. Donc pour donner une idée de la complexité du problème que je donne aux algorithmes, on va regarder à cette figure, j'ai préparé cette figure. En x-axis, donc l'axis des abscisses, on a le close price d'aujourd'hui. Donc sur cet axe-là, on a le close price pour aujourd'hui. Et sur l'axe des ordonnées, on a le ratio entre le high price et le close price d'aujourd'hui. Et il faut se remémorer que toutes les variables ont été différenciées à l'ordre 1. Donc sur le x-axis, donc on a le close price, et sur l'axe des ordonnées, on a le ratio entre high et close price et qui a été différencié. Okay, donc c'est un peu une différence de ratio entre hier et aujourd'hui. Et voilà, c'est ça le problème. Donc je lui ai donné ce problème-là. Donc on a ici des points rouges. Ça veut dire qu'il doit être short. Lorsqu'il y a un point rouge, ça veut dire qu'il doit être short. Lorsqu'il y a un point bleu, ça veut dire qu'il doit rien faire. Et lorsqu'il y a un point vert, ça veut dire que l'algorithme doit prédire qu'il doit être long pour les 30 jours qui suivent aujourd'hui. Donc on voit très bien qu'il est très difficile de faire de la classification dans ce genre de problème, donc parce qu'on voit que globalement toutes les couleurs sont un peu mélangées, donc ça veut dire que normalement l'algorithme ne doit pas être capable de pouvoir classifier correctement dans ce problème en particulier. Donc on doit s'attendre à ce que l'algorithme ne soit pas capable de classer les données. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Premièrement, donc effectivement, on va séparer les données X des Y, c'est-à-dire les données qu'on va utiliser pour expliquer la variable target. Et on va séparer aussi la variable target, évidemment, pour que l'algorithme puisse comprendre quelles sont les variables qu'il doit utiliser pour prédire la variable target et quelle est la variable target finalement. On fait ça pour les données d'entraînement, les données de test, voilà. En termes d'estimateurs, j'ai utilisé 4 estimateurs différents. Ces estimateurs, je les entraîne sur les données d'entraînement, etc., etc. Et donc voilà, là c'est les résultats. Bon, ça c'est le réseau neurone, les itérations. Et finalement, on voit les résultats ici. Donc quels sont les résultats? Premièrement, en termes d'importance des variables, on voit que, donc là c'est au niveau, donc là c'est les résultats de la forêt aléatoire. On a l'importance des variables dans la classification, pour le problème de classification que la forêt aléatoire a trouvé. Donc ça veut dire que, par exemple, la forêt aléatoire a trouvé que la variable la plus importante pour classifier, c'est le close price. Alors attention, close price, c'est pas vraiment le close price, c'est la différenciation entre le close price d'aujourd'hui et le close price d'hier pour prédire les prix du mois qui arrive. Donc il a trouvé que c'était la variable la plus importante. Ensuite, on a le feature high, feature open, feature low et le volume. Voilà. C'est évidemment des résultats que l'on pouvait anticiper. Effectivement, pour connaître quelle va être l'évolution des prix du stock Tesla sur les 30 jours qui arrivent, probablement que cette variable n'a quasiment pas d'importance, cette variable-là non plus, celle-là non plus, et celle-là encore moins. Le volume, c'est plus une métrique qui donne des informations, si oui ou non on doit entrer, si le marché est liquide, etc., et si la volatilité. Par contre, effectivement, le close price est probablement la variable la plus intéressante pour lui pour avoir une information sur ce qui va se passer à long terme, même si, encore une fois, ce n'est pas une variable excellente. Et enfin, on teste les performances de ces 4 algorithmes en utilisant la différenciation d'ordre 1, et on voit que globalement, c'est autour de, donc le meilleur, il est à 0,47 d'accuracy. Donc là, je suis en train de prendre l'accuracy. Donc 0,47, ça veut dire que dans 47,4% des cas, le decision tree, donc l'arbre de décision, prédit correctement l'outcome. C'est-à-dire que s'il fallait prédire long et qu'il a prédit long, on va lui donner 1 point. S'il fallait prédire hold et qu'il a prédit long, par exemple, on va lui dire c'est pas bien, on va te donner 0 point. Et on fait ça pour tous les jours dans l'échantillon test. Et au final, on somme tous ces résultats et on obtient l'accuracy du decision tree, de l'arbre de décision. Donc l'accuracy à 0,474, donc 47% de précision, c'est très faible. Et on voit que globalement, les autres ont des accuracies autour de 40-45%. Donc voilà, on vient de tester les performances d'un algorithme
qui utilisent la différenciation d'ordre 1. Maintenant, que se passe-t-il quand on utilise la différenciation fractionnelle? Donc, pour comparer la performance entre les algorithmes qui utilisent la différenciation d'ordre 1 et des algorithmes qui utilisent la différenciation fractionnelle, j'ai simplement suivi exactement les mêmes étapes que l'on a suivies pour la différenciation d'ordre 1 que j'ai montré précédemment, et j'ai fait une capture d'écran des résultats pour chacune des techniques de différenciation. Sur la gauche, on a les résultats lorsque l'on utilise la différenciation d'ordre 1. Donc on voit, donc c'était les résultats qu'on avait discutés, on a au maximum 0,47% d'accuracy avec le decision tree, followed by le réseau de neurones à 0,46. Et sur la droite, on a les résultats pour des algorithmes qui utilisent la différenciation fractionnelle. La différenciation fractionnelle qui, normalement, devrait conserver de l'information du passé pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur sur le mois qui arrive. Et donc, on voit que si on compare là, 0,449 avec 0,45, le 0,45 est supérieur au 0,49. 0,47 inférieur à 0,48. Donc, ces deux résultats-là sont supérieurs. 0,40 pour le random forest, 0,42 pour le random forest en utilisant la différenciation fractionnelle. Donc c'est toujours supérieur. Et ici, le réseau de neurones avait obtenu un score à 46% en utilisant les données différenciées d'ordre 1. Et là, bon, il est resté à 0,46. Mais on voit que pour ces trois algorithmes, les performances ont été améliorées grâce à la différenciation fractionnelle. Et ça paraît logique, parce que si on veut prédire ce qui va se passer sur le mois qui arrive, on a besoin probablement d'avoir des informations sur le passé, avoir de la mémoire sur le passé. Si on ne lui donne pas cette information de mémoire, et c'est ce qu'on fait dans la différenciation d'ordre 1, on va avoir des résultats qui sont légèrement inférieurs aux résultats qu'on pourrait obtenir si on donne des informations sur le passé, si on donne de la mémoire à l'algorithme. Donc c'est ce qu'on voit avec la différenciation fractionnelle, qui, de ce qu'on trouve ici, semble être supérieur dans ce problème de classification précis. Donc de manière générale, la différenciation fractionnelle est préférée par rapport à la différenciation d'ordre 1, simplement parce que la différenciation d'ordre 1 rend les séries stationnaires, effectivement. Par contre, la contrainte, c'est que la différenciation d'ordre 1 ne conserve aucune mémoire du passé. Par contre, pour la différenciation fractionnelle, on rend la série un peu plus stationnaire en différenciant d'une certaine proportion, avec un certain ordre de différenciation, mais en même temps, on conserve la mémoire du passé. Donc si vous allez voir la recherche récente qui parle de quelles données il faudrait donner aux algorithmes pour que la prédiction soit meilleure, dans la recherche récente, on trouve que effectivement la différenciation fractionnelle est supérieure à la différenciation d'ordre 1. Donc si vous avez des questions, mettez ces questions dans les commentaires, je vais prendre le temps d'y répondre. Et dans tous les cas, on se voit dans une nouvelle vidéo samedi prochain à 18 h. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse, et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.